Bonjour. Ah, notre habitation. Nous en avons, par la force des choses, beaucoup profité ces dernières années, ce qui n'empêche pas certains d'entre nous d'en redemander. Dans ma maison, tel est le thème de la culture générale en BTS pour 2022-2023. Comment définir tout d'abord la maison ? Le terme désigne le bâtiment formé de 4 murs au moins et d'un toit où habite une personne seule, un couple, une famille ou d'autres types de collectifs. Si dans le langage habituel on parle plutôt d'un appartement quand on qualifie les différents lots d'un immeuble, notre sujet lui inclut bien les appartements. La maison suppose un certain ancrage géographique. Il faudra nous demander comment s'est déroulée cette mutation historique fondamentale que constitue la sédentarisation. Pourquoi, à la préhistoire, une grande partie des humains a-t-elle cessé d'être nomades pour commencer à bâtir des villages et des villes ? Contrairement à ce que l'on a longtemps pensé, la sédentarisation n'a pas suivi l'invention de l'agriculture, elle l'a précédée. Or, si ce n'est pas pour travailler dans des champs à proximité et s'occuper de troupeaux fixes, pourquoi avoir bâti les premières habitations durables ? Pour quelles raisons a-t-on construit les premières villes ? S'agissait-il d'un changement de climat ? Ou, comme l'entend Jacques Cauvin, les progrès de la symbolisation ont-ils rendu notre capacité à communiquer plus performante, nous conduisant à aspirer à des échanges intenses au sein de sociétés plus complexes, donc à vivre dans des regroupements fixes, à inventer les villes, à se sédentariser. Cette hypothèse des progrès du langage à l'origine de la sédentarisation apparaît séduisante, d'autant que donner un nom à un lieu, c'est déjà commencer à l'habiter. De nombreuses autres questions historiques se posent à propos de l'habitat. Comment étaient conçues les maisons sous l'Antiquité ? Quels changements sont apparus avec le Moyen-Âge ? Les structures résidentielles ont beaucoup évolué, difficile d'imaginer par exemple qu'au Moyen-Âge et à l'époque moderne, les ponts de Paris étaient couverts d'immeubles. Et dans le monde rural, comment passe-t-on entre le XVIIIe et le XIXe siècle d'un habitat vernaculaire utilisant les matériaux de la région et les techniques de construction locales à des fermes modèles relativement standardisées, pensées par des agronomes ? Les architectes des habitations font preuve d'une grande créativité, par exemple dans le cadre de courants artistiques tels que l'Art Nouveau à la fin du XIXe siècle ou le Bauhaus au XXe siècle. Cependant, certaines habitations bénéficiant d'un bon rapport qualité-prix ont été copiées d'innombrables fois et une standardisation confinant à l'uniformisation caractérise nos zones pavillonnaires. Par ailleurs, dans les années 1950 et 1960, les grands ensembles ont été bâtis pour faire face à la croissance démographique des Trente Glorieuses et ils manifestent également une monotonie architecturale aujourd'hui fort décriée. Tout d'abord, au sein de notre habitation, nous nous sentons protégés. Des contes comme celui des Trois Petits Cochons contribuent à transmettre de génération en génération cette importance de la maison comme refuge. D'ailleurs, qui n'a jamais joué enfant à construire une cabane ? À noter que pour se sentir bien chez soi, un grand espace n'est pas forcément nécessaire. Une petite salle confortable, un espace cosy contribueront à notre bien-être. Remarquons par ailleurs qu'un plaisir particulier peut nous envahir lorsque nous nous trouvons à l'abri alors qu'à l'extérieur sévissent les intempéries. Précisons enfin que la maison est le lieu par excellence des plaisirs des sens, gastronomie, écoute de la musique, sexualité. Cependant, les personnes très casanières reçoivent couramment des reproches. Avec cette météo, tu restes à l'intérieur ? Sors donc t'aérer un peu. Tu comptes passer ta vie enfermé dans ta chambre ? Nous pouvons nous demander pourquoi cette forme de culpabilisation. En fait, la maison représente pour certains une sorte de camp de base pour préparer l'ascension d'une montagne, soit un début dans le jeu de la vie. Comment pourrait-il être valorisant d'aimer séjourner longuement sur la case départ ? Selon le poème de Joachim du Bellay, Heureux qui comme Ulysse, le jeu en question formerait une boucle et il serait bienvenu et même délectable de profiter à nouveau pleinement de sa maison dans sa région natale après avoir exploré de nombreux territoires et accompli des actes valeureux. Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage et s'en revient. Et un peu plus loin, quand reverrai-je hélas de mon petit village fumer la cheminée ? Tout d'abord, des millions de Français sont victimes du mal-logement.
Des centaines de milliers se retrouvent sans abri. Le logement constitue le premier poste budgétaire et face aux impayés, certains subissent l'expropriation. Par ailleurs, la maison nous protège sans doute des risques extérieurs, mais il arrive que les souffrances et même les violences viennent de l'intérieur. Solitude, on songe par exemple au phénomène des hikikomori, femmes battues, enfants abusés. En outre, les accidents domestiques font des milliers de victimes chaque année en France. Brûlures, chutes, accidents de bricolage. Certaines habitations sont vues comme maudites, car un crime y a été commis ou un psychopathe y a vécu. Ces bâtisses peinent parfois à trouver un acheteur et doivent être vendues au rabais. On songe par ailleurs aux demeures d'Adolf Hitler qui ont dû être détruites après la Seconde Guerre mondiale. Comment expliquer ce phénomène alors qu'une fois le drame terminé et le criminel neutralisé, ces maisons ne sont pas plus dangereuses que les autres ? Tout se passe comme si notre imaginaire nous conduisait à croire aux maisons hantées, en tout cas à présumer qu'une habitation puisse s'imprégner des scènes terribles qui s'y sont déroulées. Dans certaines circonstances, on peut être enfermé dans sa propre maison. Ce fut le cas lors des confinements. Les observateurs ont alors souligné une aggravation des inégalités entre ceux qui ont bien vécu ces périodes car ils profitaient d'une bonne situation familiale et de conditions de logement satisfaisantes, et ceux qui ont souffert de l'exiguïté de leurs locaux, de la promiscuité, voire de violences familiales aggravées. Ajoutons que la maison peut se faire prison avec le système des bracelets électroniques. Enfin, on parle parfois d'une prison dorée, quand dans une situation particulière, pour des raisons culturelles, traditionnelles ou politiques, une personne profite d'une demeure très confortable, mais dont elle ne peut quasiment pas sortir. Déjà, elle abrite la vie humaine et permet la satisfaction des besoins basiques, protection, alimentation. C'est en son sein que les jeunes enfants peuvent grandir et on sait comme le petit homme est fragile. La maison est un cocon pour la famille, d'ailleurs le mot foyer, qui désigne en premier lieu l'endroit où l'on fait le feu pour chauffer son habitation, est devenu un synonyme de la maison, puis par glissement de la famille. On peut travailler dans son habitation, nous l'avons largement expérimenté ces dernières années. On y fait du sport, on y pratique de nombreux loisirs, lecture, jeux vidéo, jeux de société, visionnage de films. Aujourd'hui, nous pouvons nous y faire livrer presque tout ce dont nous avons besoin. La maison possède aussi pour certains une fonction de représentation. Elle est le signe extérieur de richesse le plus prisé pour exposer sa réussite sociale. Elle constitue un vecteur de l'individualisme et de la société de consommation. Il n'est pas rare que des voisins se jalousent et surenchérissent en matière d'équipement. Mais l'habitation se présente aussi comme le lieu par excellence de l'hospitalité. C'est là que nous aimons recevoir nos amis, traditionnellement autour d'un repas que l'on prend plaisir à cuisiner pour eux. Selon Gaston Bachelard, la première fonction de la maison est de nous permettre de rêver. De fait, pour laisser aller notre imagination, nous avons besoin d'être à l'abri et de nous sentir en sécurité. De peintres, de sculpteurs et autres créateurs y installent leur atelier. De nombreux écrivains y ont leur bureau ou autres lieux d'écriture parfois improbables comme le lit pour Marcel Proust. Par ailleurs, la maison est un sujet d'inspiration pour des peintres, Van Gogh, Cézanne, Monet. De nombreux écrivains et cinéastes ont opté dans leurs récits pour le décor d'une maison, notamment à travers le genre de huis clos. Ce dernier consiste à imaginer une aventure se déroulant intégralement à l'intérieur d'un lieu fermé, ce qui donne de la cohérence au récit et une certaine intensité dans l'action et les échanges car il n'y a pas d'échappatoire pour les tensions générées et les dangers encourus. Ainsi, dans Ils étaient 10 d'Agatha Christie, les personnages bloqués dans une grande demeure sur une île savent que le meurtrier qui les exécute l'un après l'autre est l'un d'eux, qu'il vit dans les mêmes murs, ils dorment à quelques mètres du criminel. Soulignons la fonction essentielle des cloisons qui nous affranchissent quand nous le souhaitons du regard des autres, nous permettant d'être nous-mêmes. Les cloisons internes autorisent également l'intimité entre les membres de la maison. Elles nous permettent de travailler notre intériorité, écriture d'un journal intime, exercice de développement personnel.
Les personnes désireuses de développer leur spiritualité peuvent s'adonner en toute tranquillité à la méditation, au yoga et, pour les adeptes d'une religion, à la prière. Il importe non seulement de s'y sentir bien, mais aussi de s'y sentir chez soi. Cette dimension identitaire nous conduit à aménager notre habitation conformément à nos goûts, nos valeurs, nos croyances, nos traditions. Certains ont besoin d'être entourés de meubles et d'objets, ils ont l'impression qu'une maison manque d'âme si elle est dépouillée. D'autres préfèrent, au contraire, un aménagement et une décoration épurée qui les aident à se sentir l'esprit plus libre. Les bibliophiles aiment vivre entourés de leurs livres. Nos habitations sont souvent à notre image, ce qui fait qu'après un décès, la maison des défunts est, pour les proches endeuillés, douloureusement empreinte de leur présence. L'insistance des enfants à dessiner des maisons en est un indice. Nos habitations sont des symboles humains profonds. Elles représentent notre moi et il n'est pas anodin que beaucoup disent avoir vécu un cambriolage comme un viol. Ajoutons que, comme elle nous protège, la maison symbolise aussi l'affection des parents, et notamment, en tant qu'elle nous contient, l'amour de la mère. Le grenier évoque nos souvenirs, car nous y entreposons souvent des objets dont nous ne sommes pas certains qu'ils nous serviront un jour, mais qui témoignent d'un passé. La cave représente, elle, l'inconscient, et l'on comprend pourquoi c'est l'espace le plus susceptible de générer des angoisses. Nous pouvons évoquer ici cet étonnant épisode 10 de la saison 2 de Breaking Bad où Walter White refait les fondations de sa maison, ce qui annonce bien l'évolution psychologique du personnage au long de la série. Notre habitation peut devenir un théâtre dans lequel les occupants se mettent en scène. C'était le cas de la haute noblesse où le seigneur des lieux obéissait à un protocole strict, de même que les courtisans et les domestiques. À notre époque, on songe aussi aux youtubeurs qui se filment chez eux et pour certains mettent en scène toute leur famille. À l'extrême, nous pouvons évoquer les émissions de télé-réalité du type Love Story où les candidats sont filmés dans une maison à travers presque toutes leurs activités. Disputes, conversations intimes, échanges sensuels. Elles contribuent à nous inscrire physiquement dans la cité. En effet, nous devons disposer d'une adresse pour pouvoir être inscrits sur les listes électorales, même si des procédures peu utilisées sont prévues pour permettre aux sans-abri de voter. En outre, la maison représente un garant de la liberté individuelle. Si les droits de l'homme reconnaissent la propriété privée, ce n'est pas seulement parce que la Révolution française a été largement inspirée et mise en œuvre par la bourgeoisie. C'est aussi que la propriété privée, accordant à chacun un espace inviolable, elle était vue comme un garant des libertés que promeut la célèbre déclaration. Enfin, la maison du souverain ou du chef d'État est un symbole de l'unité politique d'un pays. Ainsi dira-t-on pour souligner l'action des États-Unis, la Maison Blanche fait pression en ce sens. Ou pour évoquer la position officielle de la France, l'Élysée ne s'est pas encore prononcé sur le sujet. Une première approche nous laisse penser que la maison a plus à voir avec la civilisation, la culture, car elle est une construction humaine, une réalisation artificielle. Cependant, d'une part, sa construction implique souvent des matériaux naturels, la pierre, le bois. D'autre part, la maison s'inscrit fréquemment dans un espace naturel. Elle est régulièrement entourée d'un jardin. Remarquons l'existence d'espaces intermédiaires tels que les balcons, les terrasses, les vérandas, qui permettent souvent de profiter de la nature sans sortir tout à fait. Beaucoup aujourd'hui se soucient que leur habitation s'inscrive dans le développement durable, c'est-à-dire que le fait d'habiter soit compatible avec un traitement de la nature qui ne porte pas trop préjudice à ses équilibres, donc à notre propre existence. Christian Arnsperger résume bien cet enjeu, affirmant que pour bien habiter l'espace, il faut bien habiter le temps. Le géographe Augustin Berg étend lui le concept d'habitation, définissant ainsi la notion d'écoumène, la Terre telle que nous en faisons l'expérience en l'habitant. Qu'est-ce qui permet de passer d'avoir un toit à être bien chez soi ? Des architectes inspirés par la philosophie de Heidegger ont conçu l'habitation comme un tout,
devant respecter l'environnement, nos façons de vivre, nos traditions, pour embrasser la réalité humaine qui nous précède et nous permettre, dans un espace enraciné et favorable, de devenir nous-mêmes. Je vous renvoie à mon manuel paru chez Bréal Studirama pour profiter de 8 études approfondies sur ce thème dans ma maison, de nombreux extraits de romans, des articles, des illustrations, un itinéraire méthodologique totalement refondu et des sujets guidés et corrigés pour vous entraîner. Bon courage et bonne réussite à vous!